Vous avez pas vu pour certains. Alors il faut interagir. Attends, je sais pas. Il faut pas interagir dans Messenger, hein, parce que sinon moi je vais avoir 40 000 fenêtres d'ouvertes et ça va pas être gérable. Ok, bah on va commencer tranquillement et puis on verra qui arrive en cours de route ou 5 minutes. Est-ce que... Coucou Julie, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous avez vu Grave, Titane ou les deux? Comme ça je sais un peu... je me fais une idée de sur quoi on part en termes d'explications nécessaires et de rappels. De toute façon, je pense que je vais vite faire résumer les deux films pour que tout le monde parte sur la même base. Et pendant que tout le monde arrive, on va commencer avec une petite bio de Julia Ducournau. C'est pas les éléments les plus intéressants, donc c'est pas grave si les gens les loupent. Donc comme ça, j'attends vos réponses en attendant. Donc Julia Ducournau, elle est née en 83 et elle s'est fait repérer avec son premier long métrage, donc Grave, qui est sorti en 2016. Et elle a fait des courts-métrages, j'ai pas réussi à les trouver, enfin ils sont pas sur Netflix ni sur Canal+, en tout cas. Je sais qu'elle en a fait, comme c'est des courts-métrages, c'est pas hyper disponible en ligne, c'est un peu compliqué à trouver. Et elle est surtout, enfin ce que beaucoup de critiques rappellent souvent, c'est qu'elle a fait la FEMIS, qui est donc l'école de cinéma la plus importante en France et qui est très réputée en fait. Et donc forcément ça lui donne un cadre, ça lui a donné un cadre théorique et formel très important qu'elle exploite dans ses films. Et ça, c'est des films qui sont un peu marqués par cette éducation-là, cette formation très classique, on va dire. Voilà. Ouais, c'est ça. En 2012, elle avait co-réalisé un téléfilm qui s'appelle Mange pour Canal+. Je vais regarder vite fait s'il est sur Canal d'ailleurs. Tant qu'à faire. Que je n'ai pas vu donc, mais qui était déjà sur une problématique alimentaire, qui est un thème qu'on retrouve dans Grave, évidemment. Donc elle a des thèmes comme ça. Ouais, non, il y est pas sur Canal. Elle a des thèmes de prédilection qui sont assez ancrés, enfin qui datent pas d'hier, quoi. Et c'est intéressant de regarder Grave avec Titane parce que même si on n'est pas sur la même problématique de cannibalisme, on retrouve quand même des choses, des points communs. Donc voilà. Alors, les deux... Ouais, il y en a pas mal qui ont fait les deux quand même. D'accord, oui, bah de toute façon ça va spoiler un peu, ouais, de toute façon je vais difficilement pouvoir faire autrement. D'accord Julie, tu poseras tes questions, il n'y a pas de problème. Alors, bah on va commencer. Je vais résumer du coup Grave et Titane pour quand même que tout le monde ait des repères. Donc Grave, c'est l'affiche que vous avez là en fond. C'est une jeune fille qui s'appelle Justine, qui a 17 ans, qui intègre une école de vétérinaire et qui rejoint là-bas sa sœur, qui est donc en 2e année, sa sœur qui s'appelle Alexia et qui fait donc partie de tous les étudiants qui vont organiser un peu le bizutage des nouveaux arrivants, dont Justine.
dans cette école. Donc veto, c'est un peu comme médecine, on a toujours des histoires de bizutage un peu costaud. Bon, ceux qui ont fait veto savent, et puis après il y a des rumeurs qui courent, bon, c'est pas trop, voilà. Mais le cadre un peu de l'histoire, c'est ça. Et là-dedans, Justine va un peu prendre son autonomie de ses parents. On la voit au début du film très, très accrochée à sa famille, et puis elle va s'affirmer petit à petit face à un monde dont elle fait l'expérience avec une certaine... Elle se prend des choses un peu à la figure, elle trouve ça un peu brutal, alors à tort ou à raison, enfin plutôt à raison, vu que les bizutages sont quand même à base de consommation d'organes de lapin, donc c'est un peu compliqué pour elle. D'autant plus qu'elle est végétarienne et qu'elle se découvre un penchant pour la consommation de la chair humaine qu'elle a du mal à contrôler. Ça, c'est le pitch de départ. Dans l'évolution, un peu, on en dira probablement un peu plus au fur et à mesure, mais donc sa grande sœur, il se trouve, est affectée de la même condition, du même problème. Par ailleurs, Justine se lie d'amitié avec son colocataire, celui qui partage sa chambre, qui est un jeune homme, j'oublie complètement, j'ai le nom de l'acteur en tête, mais j'oublie complètement le prénom dans le film. Un jeune homme qui est homosexuel, qui s'affirme gay, qui profite du cadre assez libéral de veto pour clairement se sortir un peu de son placard. Et c'est une amitié qui est teintée d'attirance sexuelle, elle l'admire pas mal. Bon, voilà, il y a une relation un petit peu ambiguë qui se crée entre les deux. Et donc on navigue dans ce triangle de personnages avec des relations un peu conflictuelles entre les sœurs, mais en même temps elles sont très proches. Enfin bon, c'est assez intéressant. Et on avance dans cette découverte du cannibalisme petit à petit avec le personnage de Justine. Et donc, Titane, c'est l'histoire d'Alexia, qui a donc le même prénom, et je pense que c'est pas un hasard, a le même prénom que la grande sœur de Justine. Et je sais pas pour vous, mais moi je trouve que les deux actrices se ressemblent dans les façons, pas forcément physiquement, mais dans les façons de jouer et tout ça. Je sais pas si elles ont eu des directives, enfin, ou si la Alexia de Titane, on lui a conseillé de jouer comme la Alexia de Grave. Je sais pas si ça a été jusque-là, mais elles se ressemblent beaucoup dans l'attitude. Et donc, Alexia est une jeune femme qui danse dans des événements d'exposition de voitures. En tout cas, c'est là qu'on la trouve dans la première scène, et on sait avec la scène d'ouverture qu'enfant elle a vécu un accident assez grave qui l'a laissée avec une plaque en titane, donc dans le crâne. Et donc elle a hérité d'une espèce de cicatrice le long de sa tempe, qui est pas très jolie, et sur lesquelles les cheveux n'ont pas repoussé, donc c'est assez voyant quand même. Donc on la trouve dans un salon d'expo de voitures, à danser en petite tenue parmi plusieurs de ses collègues donc sur des bagnoles. On comprend qu'elle est assez réputée dans le milieu, elle signe des autographes, etc. Bon. Et puis donc elle évolue dans ce monde. Le deuxième point d'ancrage, c'est sa famille. Donc un père médecin qui a des relations très compliquées avec elle, puisqu'il ne lui adresse pas la parole et refuse un peu d'accepter qu'elle existe. Et là-dessus, on comprend que mademoiselle tue des gens. On comprend assez rapidement. Elle commet des homicides, on ne sait pas trop pourquoi. Donc il y en a un premier qui est lié à une agression, en réaction à l'agression d'un homme sur le parking du salon d'expo. Elle le tue avec le pic qu'elle a pour se coiffer.
Et elle finit par cramer la maison familiale avec ses parents dedans. Suite à quoi elle est évidemment recherchée par la police, et là on est au tiers du film et le film bascule dans quelque chose de complètement différent, où elle va se cacher dans sa fuite. Elle prend l'identité d'un garçon disparu il y a 10 ans, donc, dont on ne sait pas trop à quoi il ressemble, et elle se fait accueillir par le père de ce gamin, qui clairement a compris que c'était pas son gosse, mais qui est tellement désespéré dans son chagrin de père endeuillé que il l'accepte, il la prend sous son aile. Bon, lui n'a pas non plus... Enfin, il a un petit peu des problèmes, on en reparlera. Et voilà, et donc le film se poursuit sur le parcours de ces deux personnes-là qui essayent de s'apprivoiser dans une situation un peu bancale, on va dire, pour tout le monde. Donc voilà. Les critiques adressées à Titane ont été beaucoup faites par rapport à sa structure. C'est pour ça que le film est difficile à résumer. Il y a aussi un autre élément du film qui est que... ça, on va en parler beaucoup. Alexia éprouve une certaine attirance pour les voitures, on va dire ça. Il y a tout un côté transhumaniste dans le film qui rappelle très fortement Cronenberg, et ça on va en parler aussi. Et elle a un rapport sexuel avec une voiture. Je sais plus, c'est pas une Cadillac, je sais plus. J'ai oublié, j'avais noté, j'ai oublié. Et donc elle est enceinte. Et on a d'un côté la relation avec elle et ce père qui est complètement perdu, et de l'autre côté sa grossesse que l'on sait monstrueuse, mais on sait pas trop ce que ça va donner, et voilà. Donc ça, c'est si on peut un peu résumer les deux films. Je relis les... Ah oui, Adrien, ouais, c'est le colloque, ouais, c'est bien possible. Ouais, c'est ça. Et effectivement, il y a plusieurs liens, on va en parler, entre Grave et Titane. Non seulement le fait qu'il y ait ce prénom Alexia qui perdure, mais aussi Garance Marillier, donc celle que vous avez là en photo, qui revient dans un petit rôle de victime qui a pas de chance d'Alexia dans le deuxième, dans Titane. Donc à noter en termes de similitude que Julia Ducournau a conservé Jim Williams pour composer les bandes originales des deux films. Et effectivement, il y a une grande cohérence sonore dans les deux films. Et elle a également conservé la directrice de photographie, dont j'oublie le nom, je crois que je ne l'ai pas noté. C'est la même personne, et il y a beaucoup de similitudes en termes de lumière et d'éclairage dans les deux films aussi. Ça m'a frappé d'autant plus que j'ai revu Grave après avoir vu Titane. Et la question, il y avait des choses qui m'avaient déjà interpellée sur Titane, et là qui deviennent vraiment évidentes une fois qu'on revoit les deux un peu ensemble. Voilà, donc on peut pas dire que Titane est une suite de Grave, mais enfin, il y a une grande cohérence entre les deux œuvres, et c'est assez intéressant de regarder tout ça. Voilà, donc j'ai un plan dans mon PowerPoint, mais on va voir ce que ça donne, parce que ce qui m'intéresse, c'est surtout de voir si vous avez un peu des questions au fil de ce que je raconte. L'idée, c'est un peu de faire le point sur les références que Ducournau utilise, qui sont pas forcément connues de tout le monde. Surtout que le film d'horreur est un petit peu laissé pour compte dans la culture générale qu'on apporte voilà, à l'école, dans l'éducation, tout ça. Et du coup, ça peut... quand les critiques disent « Ah, c'est des références à Cronenberg », bah oui, mais tout le monde n'a pas vu Cronenberg. Donc, bon... un peu parler de ça, et puis parler de 2-3 concepts qui sont intéressants pour lire Grave et Titane, en allant un petit peu plus loin que ce que peuvent dire des critiques qui sont pas vraiment dans l'analyse à fond.
Oui, la photographie est hyper cool, ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment, notamment cette image qui est en fond que vous voyez là, qui est déjà très très chouette. Donc ça c'est Alexia en train de danser sur la voiture qui, un petit peu plus tard, semble l'appeler depuis son parking. c'est bizarre à dire comme ça, mais c'est un peu ça. Et donc dans laquelle elle va rentrer et être... a priori pénétrée par cette voiture. En tout cas, il y a conception. Donc l'idée c'était de parler déjà du film d'horreur et de comment Ducournau se situe là-dedans. Après de parler des références littéraires parce qu'elles sont très nombreuses et je trouve qu'elles sont importantes. Je vais pas forcément y passer 3 heures, mais il y a notamment une question sur laquelle... Enfin, je sais pas, il y a un truc dont personne ne parle dans toutes les critiques, et j'ai lu une quinzaine de critiques de Titane et qui, moi, m'a choquée, c'est le côté religieux de l'histoire, et personne n'en parle. Je trouve ça assez surprenant. Et parler du transhumanisme, qui est un peu le concept au cœur, alors en particulier de Titane, mais je pense que Grave annonce un petit peu ça. Voilà. Pour le plan, on verra ce que ça donne, et donc n'hésitez pas à mettre vos questions, je regarde pas sans arrêt le chat, mais enfin je fais un petit point de temps en temps. Donc déjà, un petit point sur le film d'horreur. Donc, alors je sais pas pourquoi ils arrêtent pas de dire que Titane est un film de genre. Le problème, c'est que tout film est un film de genre. C'est un film de genre romantique, un film de genre dramatique. Enfin, j'ai un peu du mal avec cette expression. Donc, on peut dire que Titane est un film d'horreur. Je suis plutôt d'accord avec ça. Il y a un certain nombre de scènes qui confirment, enfin qui tendent à le mettre dans cette catégorie. Moi, j'avais une petite définition à vous proposer. C'est une définition que j'avais trouvée dans un livre de Philippe Rouillet qui s'appelle Le cinéma gore, qui date de 97, donc bon, c'est pas tout jeune, mais ça date du moment où j'avais bossé sur les films d'horreur. Et j'avais trouvé cette référence à l'époque. Donc pour lui, on peut parler d'horreur lorsque dans un monde du réel ou de l'imaginaire, on se trouve en présence de phénomènes qui tendent à susciter chez le spectateur certaines réactions psychiques ou viscérales, dans le registre de la peur et ou du dégoût. Donc soit on est sur des films réalistes ou de l'imaginaire, donc fantastique, ou alors carrément sur de la science-fiction, là le domaine importe peu, tant qu'on a des phénomènes qui suscitent des réactions liées à la peur et au dégoût. Je pense qu'on est là-dessus sur Titane, on est là-dessus sur Grave aussi. Vous l'avez peut-être su à sa diffusion au Festival de Cannes, Titane a été reçu avec plusieurs évanouissements dans la salle. Moi, je pensais que c'est des trucs qui n'arrivent qu'à Cannes, et en fait, la deuxième fois où j'ai été voir Titane, il y a un mec qui s'est évanoui juste derrière moi, donc bon, visiblement, ça fait ça aux gens. Moi, je sais pas, j'ai jamais eu ce problème en regardant un film, donc bon, voilà. Et ouais. Oui, Julien, c'est vrai. Mais non, mais je pensais vraiment que... Enfin, moi, j'avais jamais été témoin de ça dans une salle de cinéma, donc bon, non, c'est vrai. Alors, j'ai relu des critiques de Grave qui témoignaient de la même chose. Ça avait fait un buzz aux États-Unis, ce film, parce qu'il y avait des gens qui s'étaient sentis mal et tout. Bon, ok. Oui, il y a des scènes... Non, je comprends qu'il y ait des scènes où... Si on a vécu un peu des choses similaires, ça puisse choquer, ou que ça ramène à des choses... Donc voilà. Donc pour moi, on est dans le film d'horreur, même sans aller jusqu'à l'évanouissement. Il y a des scènes qui choquent, qui font un peu froncer les sourcils, ou qui sont carrément dégoûtantes, je pense qu'on peut le dire. Donc là, sur l'image, c'est Garance Marillier qui se mord lors de la relation sexuelle qu'elle a avec son coloc. Elle se mord pour ne pas lui faire mal à lui. Et c'est bien le truc le plus soft qu'on voit dans Grave, où on a notamment une scène que j'avais complètement effacée de ma mémoire et qui m'est revenue uniquement en regardant le film, en revoyant le film. Une scène d'épilation de maillot. Donc Justine se fait épiler le maillot par sa grande sœur.
et la cire reste collée. Donc déjà, on a un peu un sentiment de malaise quand on connaît cette sensation extrêmement désagréable. Et par réflexe, et parce qu'elle en a marre et qu'elle a mal, Justine met un coup de pied dans sa sœur, qui s'approchait avec des ciseaux pour couper la cire. Et donc les ciseaux coupent le doigt de la sœur. Donc c'est une scène assez... c'est assez rigolo, enfin moi je me souviens avoir rigolé, mais c'est aussi horrible, je suis tout à fait d'accord. Et donc on a des... Alors en fait moi ce qui est marrant c'est que ce qui me procure le plus de dégoût c'est plus la question de l'épilation et la tension qui est générée par tout ce qui se passe avant l'amputation que le coup du doigt en fait. Le coup du doigt ça rentre dans du gore, presque du grotesque, on peut trouver de l'humour aussi là-dedans, c'est très exagéré. Mais après je comprends que ce soit pas la réaction de tout le monde, mais je tire aussi cette hypothèse de choses que j'ai lues dans les critiques, etc. Pour info, j'avais assisté à une première de Grave avec l'actrice, avec Garance Marillier, qui avait dit après que donc notamment le bout de poulet qu'elle mange cru à un moment qu'elle sort du frigo, qui est une espèce de blanc de poulet énorme, c'est du glucose, c'est que du sucre. Donc elle était pas ravie de manger ça parce que c'était extrêmement écœurant. Voilà. Et oui, c'est ça, Julien, il y a des scènes qui sont pas, effectivement, on n'est pas sur des films qui sont dans la surenchère de scènes dégueulasses, mais il y a des scènes qui sont suffisamment marquantes et il y a un travail autour de la peau dans les deux films qui marquent vraiment, qui classifient vraiment ces deux films dans le genre horrifique. Avec Titane, comme avec Grave, on a les deux héroïnes qui ont des problèmes de peau conséquents, des desquamations, des démangeaisons, et la peau est vue comme une source de stress. C'est assez irritant même je pense pour le spectateur, typiquement quand on voit quelqu'un se gratter on a tendance à le faire aussi, c'est un peu ces trucs qui se transmettent, et là du coup sur des films comme ça c'est très facile à ressentir physiquement. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait que les quelques scènes qui sont très choquantes passent aussi bien aux spectateurs, c'est qu'elles sont toujours entourées de détails qui sont désagréables, qui sont dégoûtants, qui sont pas horrifiques en soi, parce qu'avoir un urticaire ou une plaie qu'on gratte, c'est pas forcément très violent ou quoi, mais c'est un peu permanent cet état de malaise par rapport à la peau en particulier et le corps en général. Alors ça, je vais passer vite fait, mais je voulais quand même parler de Mario Bava en bas à droite, La main du démon, et de Suspiria en haut à gauche. Et je reparlerai si j'ai le temps des autres films. Vous me direz si vous les connaissez ou pas. C'est deux films italiens qui sont très marquants pour leur couleur, leur usage de la couleur. Et en particulier dans la fiche de Suspiria, là vous pouvez voir le bleu et le rouge. Et Grave et Titane sont des films bleus et roses. Alors moins rouge que rose, mais on a vraiment une récupération des codes du film d'horreur, et en particulier du film d'horreur italien, dans le choix de la cinématographie. Ça m'avait choqué directement sur Titane, et je m'en souvenais plus sur Grave, mais en revoyant Grave, c'est ça qui m'a frappée, c'est la similitude, le nombre de scènes, soit bleu, soit rose, soit les deux, avec des écrans carrément séparés, avec une lumière bleue d'un côté et une lumière rose de l'autre. C'est très frappant dans la définition, la façon dont la lumière est utilisée pour définir le personnage d'Alexia dans Titane. Elle est souvent baignée de bleu, et d'ailleurs quand elle danse, quand elle est dans ses scènes les plus féminines, où elle va exprimer le plus sa féminité, elle est baignée de bleu, alors que le père qu'elle se trouve, qui est joué par Vincent Lindon,
une bonne partie de ces scènes se déroulent dans sa salle de bain, qui est carrelée de rose et peinte de rose. On n'est pas dans une grande subtilité. Et avec des éclairages qui sont vraiment baignés aussi. Il y a des filtres roses dans les spots, ce qui sont... Enfin, bon, c'est pas possible de louper ça, quoi. Et donc ces scènes roses avec Vincent Lindon interviennent quand son personnage, donc il est donc capitaine d'une équipe de pompiers dans une caserne, et il se fait des injections de stéroïdes. Enfin, je dis des stéroïdes, j'imagine. Des injections qui sont destinées à préserver sa masse musculaire ou encourager la croissance de sa masse musculaire, parce que c'est un pompier un peu sur le déclin, il a un corps vieillissant et il n'arrive plus à l'utiliser comme il le voudrait. On le voit notamment s'énerver sur l'exercice de la planche, le fameux truc de sélection des pompiers où on saute à je sais plus à quelle hauteur elle est, 1m80 ou quelque chose comme ça, ou 2 mètres. On saute sur une planche et il faut se soulever et réussir à monter dessus sans aide aucune. Et il n'y arrive pas. Et tous les soirs, il se pique dans sa salle de bain avec ses trucs, ses produits, bon, je sais pas d'où il les sort. Et donc, symboliquement, il y a une recherche de masculinité là-dedans qui est baignée de rose. et à l'opposé, on a Alexia qui se travestit en homme pour ressembler à l'enfant que Vincent Lindon a perdu, et donc qui est baignée de bleu quand elle danse, quand elle est en femme, quand elle est elle-même en fait, et qu'elle fait son travail de danseuse exotique, dirait-on, pour les salons d'expo. Donc il y a une utilisation de lumière qui sont très typiques du genre de film d'horreur italien, qu'on appelle le giallo. Et tout ça, c'est pour travailler la notion de genre gender, masculin-féminin. Et c'est d'ailleurs souvent que les films d'horreur retravaillent, emploient des codes horrifiques pour questionner et un peu faire bouger les lignes sur des idées, alors comme la féminité par exemple, mais des questions qui peuvent concerner le corps ou d'autres notions complètement différentes. Le premier film avant Suspiria, c'était La main du démon de Mario Bava. Alors beaucoup plus ancien, il fait pas partie du genre du giallo à proprement parler, mais c'est le début du film d'horreur italien en fait. C'est avec lui que ça commence. Et voilà, je reviendrai si vous voulez tout à l'heure, on fait un point sur une petite chronologie des films d'horreur en général. Et ce rose et ce bleu, on le retrouve dans Crash, qui est donc l'affiche à gauche que vous voyez, ok c'est bon, et qu'on retrouve dans Crash, qui est le film de David Cronenberg, qui est une référence complètement assumée et directe dans Titane. Donc l'histoire de Crash, c'est un homme qui a un accident de voiture et qui retrouve son désir sexuel suite à cet accident de voiture dans lequel il est quand même assez abîmé. Alors il se retrouve avec une jambe prise dans ces espèces d'attelles avec plein de vis qui lui sortent de la jambe pour redresser ses os. Donc il y a un côté assez corps-machine là aussi, qui est complètement présent d'autres manières dans le film de Ducournau. Et donc il retrouve, ça réveille sa sexualité en fait, de vivre cet accident de voiture. Et donc il va se trouver une espèce de club d'amateurs d'accidents de voiture qui sont complètement fétichistes de ce truc, avec à la tête de ce groupe d'amateurs un peu étrange, un homme qui organise des reconstitutions d'accidents de voiture célèbres, donc notamment celui de James Dean, un acteur qui a joué dans... j'ai pas le titre en français... Rebel Without a Cause, le titre en français est pas du tout pareil, je sais plus.
Donc un jeune acteur qui s'est planté en bagnole parce qu'il allait beaucoup trop vite. Il était dans une bagnole de course et il s'est pris un poteau dans une route où il fallait pas aller vite. Bon, mort tragique d'acteurs jeunes, voilà, notamment. Il y avait aussi, alors dans le film, il parle aussi beaucoup d'un accident de voiture qu'a eu Elizabeth Taylor. Donc ils veulent le refaire. Aussi celui de Jane Mansfield. Donc c'est que des acteurs et des actrices très connus du cinéma hollywoodien. Et donc il y a des espèces de recréations d'accidents avec évidemment des gens qui meurent parce que c'est extrêmement dangereux de faire ça, mais eux en tirent une satisfaction sexuelle, voilà, de type fétichiste. Alors vous voyez sur l'affiche que visuellement on est sur un éclairage très marqué aussi, très classique là-dessus. Et donc ce film se situe dans le sous-genre particulier du body horror. En français, on n'a pas vraiment de traduction, mais bon, horreur corporelle, c'est pas top, mais bon. Ce sous-genre est assez confiné, assez restreint, il n'y a pas 46 000 films dessus. Et c'est typiquement les films d'horreur qui figurent des corps transformés par des éléments mécaniques ou technologiques, on va dire, sans forcément le contrôle ou la maîtrise de la personne qui subit. Donc, un des premiers, enfin un des films aussi qui est extrêmement connu de ce sous-genre, c'est Tetsuo the Iron Man. Ça c'est un film, alors il est disponible sur YouTube en entier. Je ne l'ai pas regardé parce que j'ai pas eu le temps. C'est un film japonais qui a l'air complètement barré. Je pense que c'est très intéressant, mais je sais pas à quel point c'est regardable. En tout cas, on voit bien sur sa tête que voilà, c'est un homme qui devient petit à petit un homme machine. Là, je vous ai mis d'autres, ça va apparaître dans 2 secondes. Je vous ai mis d'autres images de ce film. C'est un employé qui se fait virer et qui se transforme, qui se métamorphose vraiment. C'est une métamorphose en cette espèce de créature pleine de tuyaux. Bon, ça date un peu, hein, c'est un film des années 50 si je dis pas de bêtises. D'où les effets spéciaux et le noir et blanc. Mais voilà, je sais pas trop s'il y a une histoire plus définie que ça. J'avoue que je me suis pas renseignée des masses parce que c'était un peu plus loin que ce que je voulais évoquer. À gauche, il y a une image donc, du héros de Crash en haut à gauche, donc qui a son espèce d'énorme truc à la jambe là. Un peu dégueu. Et en dessous, c'est une télévision qui absorbe le personnage du film Vidéodrome de Cronenberg, qui est un autre des films de Cronenberg sur cette thématique de mélange corps et technologie. Donc ça, c'est vraiment un truc que Ducournau a appris chez Cronenberg et chez d'autres. 89 Tetsuo, ouais, pardon, j'ai dit des bêtises. My bad. Et l'autre film que je voulais évoquer, encore un Cronenberg, c'était La Mouche, où on a une métamorphose avec un scientifique qui se fait muter par erreur, qui se fait transformer en mouche, donc en manipulant des expériences sans respecter le protocole expérimental. Et donc c'est un film qui est resté célèbre, enfin qui est quand même bien, oui, très connu, et qui reprend complètement la métamorphose de Kafka. Donc l'histoire d'un type qui se transforme petit à petit en cafard. Et donc là, on a un film avec La Mouche qui a été assez marquant au niveau des effets spéciaux. Il a été très remarqué. Voilà, techniquement, il y a eu des choses au niveau du maquillage. Je vous ai mis juste 2 images, un peu de cette transition lente et douloureuse du héros vers sa forme de mouche finale. Alors avec Titane, on n'a pas exactement ça parce que elle est enceinte. Donc elle-même, à proprement parler, se transforme peu, mais donc elle accouche, Alexia accouche d'une créature qui est mi-bébé, mi-machine au final, et qui n'est pas sans rappeler esthétiquement un autre classique du body horror qui est Alien.
Alors Alien, ouais, body horror, oui et non. Euh, mais on est sur une thématique qui mêle beaucoup corps et technologie, avec la créature de l'alien qui est elle-même très métallique d'aspect, et qui va utiliser les humains comme incubateurs. Donc avec la fameuse scène du chest burster, donc de l'accouchement par la poitrine de ce pauvre astronaute. Et donc on voit que le bébé alien a des dents métalliques, et ça rappelle quand même beaucoup. Alors dans Alien Covenant, c'est encore plus évident la référence. J'ai pas réussi à trouver de plan qui montre exactement l'image que je voulais dans la scène, mais dans Covenant, donc c'est l'image en haut à droite, l'alien sort par le dos, et en fait, juste avant qu'il sorte, on voit une colonne vertébrale, enfin le métal percé par la colonne vertébrale, et pour le coup, c'est vraiment ce qu'il y a dans le bébé d'Alexia, hein, qui a des vertèbres métallisées qui ressortent un peu de la peau. On ne sait pas trop comment c'est fait. Oui, je sais pas pourquoi j'ai mis j'ai pas changé mes diapos, je suis désolée. Alien, c'est 79, oui. C'est parce que j'étais dans mes dates de Alien Covenant et des 40 000 suites et remake et reboot d'Alien. Du coup, j'ai pas du tout corrigé mes dates. Euh, du coup, oui, c'est ça. Alors, la scène, effectivement, en soi, d'avoir une scène d'accouchement où une personne accouche d'une créature pas complètement humaine, voire pas du tout, c'est très typique d'Alien aussi. C'est la scène vraiment qui a marqué les esprits et qui a fait date. On sait maintenant que les acteurs n'avaient pas du tout été prévenus de ce qui allait se passer, donc en plus maintenant qu'on regarde le film, qu'on revoit le film, les réactions des acteurs sont tout à fait naturelles, c'est-à-dire qu'ils ont eu très très peur avec tous les effets spéciaux qu'il y avait, et qui sont là aussi très très bien faits. Et d'ailleurs, en termes d'effets spéciaux, je trouve qu'Alien, c'est un des films qui a le mieux vieilli de tous ceux qu'on a cités, même Crash. Et je vous conseille de regarder Crash, c'est vraiment intéressant. Mais alors, on n'est pas du tout sur du gore. Il y a des choses violentes qui sont montrées, mais il n'y a pas du tout d'intérêt pour les détails sanglants, en fait. On n'est pas du tout sur le même choix de réalisation, par contre. Voilà, pour parler un petit peu des films d'horreur, c'est les références les plus importantes de Ducournau, elles sont claires. En même temps, elle fait autre chose, elle trouve sa patte, notamment avec cette obsession dermatologique. Et aussi, je trouve, avec comment dire, les références littéraires qu'elle intègre à son film, ses films. Donc là, c'est un très beau plan d'ailleurs, dans Titane de Garance Marillier, donc l'héroïne de Grave, qui revient comme amante d'Alexia, mais pas pour longtemps parce que donc elle se prend son pic à cheveux dans la joue. Puis elle se fait, je sais plus, est-ce qu'elle se fait étrangler un peu ou elle finit de la poignarder, je me souviens plus de comment elle meurt. En tout cas, pas avec un tabouret, comme la victime d'après. Mais je vais pas tout spoiler. Et j'aime beaucoup ce plan parce que il fait référence, enfin c'est filmé comme dans un film noir, donc les films du première moitié 20e, milieu 20e, qui étaient des films d'enquête policière. Alors, c'est vrai qu'il y a une enquête policière dont on ne s'occupe pas du tout dans Titane, puisque Alexia est recherchée par les flics. Et la première partie du film est très sombre, baignée dans la nuit comme ça, et ça fait des photographies très, très belles. Ah oui, c'est à nouveau le pic dans l'oreille, ouais c'est ça, j'étais pas sûre. Dans la joue puis dans l'oreille, ouais la pauvre. Donc voilà, au-delà du film noir et de façon un peu plus importante, il y a deux sources, ouais j'ai pas fait de diapo pour ça, il y a deux sources littéraires qui sont vraiment majeures. C'est pour Grave le conte, la fable, dans sa structure et dans cette espèce ouais, dans la thématique d'évolution et d'apprentissage qui est associée au personnage. Et le récit biblique, vraiment, qui est utilisé à fond dans Titane.
Et de plus en plus, enfin plus on avance vers la fin du film, plus on se retrouve sur cette référence-là. Sur Grave, il y a les éléments du conte moins du conte que de la fable en fait, dans le sens où c'est vraiment construit comme un roman d'apprentissage. Un roman d'apprentissage, c'est un genre littéraire où on a un personnage principal qui évolue, qui apprend des choses, qui se découvre, et c'est souvent des romans de passage à l'âge adulte. Dans la construction de son personnage de Justine, Ducournau utilise complètement ce modèle-là, de façon très classique, et là-dessus elle fait un film qui a une structure extrêmement respectueuse de ces références-là. On part d'un personnage qui est assez naïf, un peu énervant, un peu collant avec ses parents. Elle est accrochée à sa mère, elle est accrochée à son chien, elle est accrochée à sa sœur. Et on lui demande de grandir, alors un peu violemment avec toute cette histoire de bizutage. Et petit à petit, on voit naître une nouvelle Justine qui s'affirme et qui se découvre. Alors pour le coup, voilà, sa particularité à elle, c'est d'être cannibale. Bon, voilà, c'est son petit truc qui fait son charme. Ça ne l'empêche pas d'avoir un vrai dilemme moral par rapport à ça, puisqu'elle rejette complètement cette espèce d'identité qui se fait jour, qui naît en elle. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est les choix qu'elle fait par rapport à tout ça. C'est d'autant plus intéressant que le film, je ne sais pas si vous vous en rappelez, se conclut sur la découverte assez horrifiante. Et pour moi, je trouve que c'était un bon twist. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un twist vraiment, mais la découverte assez horrifiante qu'en fait, elle tient ce cannibalisme de ses parents et de sa mère, en fait. Et le père, qui est joué par un super acteur qui est parfait dans ce rôle, tient le rôle de victime consentante. Et en discutant avec sa fille, sur un ton extrêmement rassurant et paternel, lui dit bon, nous avec ta mère on n'a pas réussi à trouver de solution, donc sous-entendu au cannibalisme de la mère, puisque lui dévoile donc des cicatrices nombreuses sur sa poitrine qui montrent qu'effectivement elle a toujours besoin de cette pratique. Et donc la dernière phrase du film, c'est mais tu vas trouver une solution, ma puce. Qui est une phrase que je trouve extrêmement dérangeante, parce que c'est quelque chose qu'un père peut dire à un enfant dans plein de situations bah oui, t'as ce problème mais ça va aller, sauf que là ça s'impose dans un contexte absolument atroce où la grande sœur est quand même en prison parce qu'elle a tué plusieurs personnes pour assouvir sa pulsion. Laurent Lucas, oui, l'acteur. J'avais Laurent Wauquiez en tête, je savais que c'était pas ça, donc je me suis pas... Ça, c'est ma mémoire, je me souviens des trucs, mais pas les bons. Donc pas Laurent Wauquiez, mais Laurent Lucas, dont je vous conseille genre toute la filmographie, parce qu'il est vraiment très très bien, ce mec. Et donc voilà, le père, avec son attitude très paternelle, très normale, qui conseille sa fille sur... le problème du cannibalisme, c'est complètement décalé cette situation, cette remarque. Et en fait, en revoyant Grave, je me suis demandé si c'était pas une remarque qui s'adressait directement à la réalisatrice elle-même, à Ducournau, où clairement la transformation qui est au cœur du personnage de Justine aboutit à quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Et donc ma théorie, c'est que elle prend un autre chemin avec Titane en tentant une autre forme de transformation. Une transformation qui est cette fois mécanique. Et où c'est pas une transformation où le personnage est changé, où Alexia est changée, mais où elle donne naissance à un nouvel être. À un être qui est mi-humain, mi-machine, du coup.
Et pour moi, le fil entre les deux films, il est là. Il est dans cette recherche constante d'un au-delà du genre humain et du genre peut-être aussi au sens masculin-féminin. Ce qui nous amène à la question biblique et à la question transhumaniste. La question biblique, elle est visible dans Titane parce que il y a une trinité qui s'établit entre Alexia, le père qu'elle se retrouve, enfin bon, soi-disant, donc qui est joué par Vincent Lindon là, et son enfant qui naît à la toute fin du film. La scène de l'accouchement, enfin c'est pas la seule d'ailleurs, mais la scène de l'accouchement est accompagnée de musique classique. Cette musique-là, c'est la Passion selon saint Matthieu de Bach. Et la Passion selon saint Matthieu, ça raconte les dernières heures du Christ et sa mort. Avec saint Matthieu qui se lamente, et donc la thématique globale de cette musique, c'est l'idée de douleur, de deuil, et de personnes qui pleurent la disparition du Christ et les péchés qui ont été commis, et voilà, une espèce de regret. Donc évidemment, alors, si on fait des parallèles, Alexia meurt à l'accouchement telle une figure un peu christique, et du coup on se retrouve avec le père, Vincent Lindon, le fils, ce bébé machine, et le Saint-Esprit, puisqu'Alexia n'est plus là et est devenue une espèce de vaisseau très étrange, monstrueux, puisque quand elle est enceinte, donc son ventre, la peau de son ventre fait apparaître une paroi métallique à la place de ce qui serait la paroi de l'utérus. Et donc il y a une espèce de changement d'état avec cette grossesse transhumaniste, je sais pas comment on dit, qui est assez bizarre. Et qui est intéressante parce que là où Justine devient cannibale, là on essaye de donner naissance à quelque chose qui est au-delà de l'humain, qui est différent, donc qui est monstrueux dans les deux cas, mais dans un autre sens. Donc comme si Ducournau cherchait une solution à l'identité et à la différence et à la monstruosité ailleurs que dans le cannibalisme, et du coup qu'elle le trouverait dans ce truc mi-religieux, mi-technologique qu'elle fait à la fin de Titane. Je suis pas sûre que son idée soit hyper aboutie, je sais pas si... Enfin, je pense que c'est là qu'un certain nombre de critiques peuvent s'appuyer. Je pense qu'elle avait beaucoup d'idées, qu'elle les a condensées pour faire un truc pas forcément hyper bien équilibré, hyper bien structuré. Cela dit, il y a un propos intéressant sur l'émancipation du genre et la transformation par rapport à ça dans Titane, parce que Alexia se transforme, alors elle se transforme de plusieurs manières. Elle se transforme en garçon en usurpant l'identité de ce fils disparu, et donc pour ça elle se transforme physiquement, elle s'impose des changements physiques extrêmement douloureux qui lui forment des stigmates qu'on peut aussi associer à la notion de ces marquages un peu sacrificiels du Christ. Les transformations qu'elle s'impose sont dans un premier lieu de se casser le nez sur un bord de lavabo, dans une scène très plaisante. Et la deuxième transformation, alors il y en a trois, la deuxième transformation c'est qu'elle se coupe les cheveux, et la troisième transformation c'est qu'elle se bande les seins et le ventre pour aplatir sa poitrine et puis cacher sa grossesse, pour avoir quand même l'air, pour avoir un corps qui présente de façon un peu plus masculine, une apparence en tout cas un peu plus masculine. Donc ça c'est
transformation qu'elle s'impose, qu'elle subit volontairement. Et puis après, comme tu dis, Jérém, il y a les transformations que l'acte sexuel avec la voiture provoque, et donc la grossesse provoque, qui est qu'elle a des montées de lait qui sont en fait des montées d'huile de moteur. C'est une espèce de graisse noire qui suinte par ses seins. Et donc il y a ce que j'ai mentionné, la peau, donc elle est prise aussi de démangeaison au niveau, en gros, là où la peau du ventre se détend pour laisser de la place au bébé sur les côtés. Et à force de gratter, elle finit par s'ouvrir, sauf que la peau saigne pas vraiment et laisse entrevoir une paroi métallique de nature assez étrange. Donc on a une transformation corporelle importante qui place vraiment le film dans une lignée transhumaniste. Le transhumanisme, c'est l'idée que les machines, qu'on progresse technologiquement suffisamment vite, enfin suffisamment bien, pour modifier le corps avec différents types de machines, alors robots ou autres technologies. C'est une question philosophique qui existe depuis un petit bout de temps, mais qui est renouvelée de plus en plus rapidement en ce moment et qui vient sur le devant de la scène vraiment de façon très forte, parce que on commence à avoir des avancées technologiques qui modifient de fait le corps de façon importante. Je pense notamment aux lunettes Google par exemple, ce genre de prototype. On peut aussi penser aux prothèses pour des membres qui sont activés directement par le cerveau. Donc il suffit pour quelqu'un qui n'a pas de bras de penser à plier la main pour que la prothèse connectée fasse ce geste. Donc on est quand même maintenant dans une situation, dans un contexte où technologiquement on a les moyens de modifier un corps de façon assez importante. On peut aussi penser à des choses plus anciennes mais tout aussi importantes de type tous les types de prothèses qu'on peut avoir et les pacemakers ou toutes les machines qui vont aider à faire fonctionner le corps. Voilà. Philosophiquement, qu'est-ce que ça a comme impact ? Ah oui, ça c'était la petite parenthèse, je vais attendre que ça s'affiche. Voilà. Ça c'est une image de Crash dans... Oui, c'est un arrêt sur image de Crash, pardon, qui est utilisé comme référence directe pour la scène sexuelle avec la machine où Alexia est sensiblement dans la même position et filmée, alors l'angle est un peu différent, mais à la même position, qui est aussi une position finalement assez christique, voilà, avec les bras écartés. Bref, je reviens sur mon truc de transhumanisme. La question philosophique au cœur de la modification par la machine du corps, c'est de mettre fin à la mortalité ou d'allonger la vie. Mais enfin, l'idée, c'est quand même d'atteindre l'immortalité. Et ce sont des questions qui sont très, très, très largement financées par des firmes comme Google ou des gens comme Jeff Bezos, par exemple, ou Elon Musk, en ce moment. C'est des gens qui financent beaucoup toutes les recherches sur le transhumanisme. Et alors, ce qu'il y a, c'est qu'au-delà du corps modifié, qui du coup est en bonne santé tout le temps, ne meurt pas, elle devient plus intelligent, supporte mieux les efforts, des choses comme ça. Au-delà de tout ça, il y a une problématique féministe qui vient se greffer à ça, grâce notamment à la philosophe et chercheuse Donna Haraway, qui a publié donc en 85, ça date pas d'hier, le manifeste Cyborg, qui est un manifeste où elle prend le transhumanisme comme exemple, on va dire, pour expliquer que les choses qu'on prend comme naturelles au niveau du corps ne le sont pas, qu'elles sont aussi construites, que c'est le corps comme outil, c'est quelque chose qui n'est pas évident, qui est quelque chose qu'on a pensé, qu'on a conceptualisé, nous, voilà, en y réfléchissant, que c'est pas forcément une donnée naturelle.
Ça, c'est lié à la question de l'essentialisme. Et c'est intéressant pour les féministes, parce que à partir du moment où on dit que rien n'est naturel, mais que tout est pensé culturellement donc par les humains, ça veut dire que l'identité féminine n'est pas liée au corps humain. Elle est liée à une culture, elle est liée à une façon de penser, elle est liée à une construction sociale. Le gros problème des féministes, c'est l'essentialisme qui dit tu es une femme parce que tu as les cheveux longs, donc tu es une femme, donc tu es une personne extrêmement émotionnelle, tu es une femme, donc tu es vouée à être à la cuisine. Bon, je caricature un peu, mais voilà. L'essentialisme, en gros, c'est ça. C'est de dire, ah oui, bah, les hommes, de toute façon, ce sont des gens qui sont faits pour être forts et rapporter l'argent à la maison, et les femmes, c'est des êtres, des petites choses sensibles et faibles qui sont faites pour faire des enfants. Avec les corps modifiés par des machines, ce que Haraway avance, c'est que non, on peut aller plus loin que ça, enfin aller au-delà de ça en disant que on construit le rôle qu'on assigne à un corps. Donc soit on en fait un corps outil qu'on modifie avec des machines pour augmenter ses capacités, soit on en fait un corps qui représente ce qu'on veut, donc l'identité de genre qu'on veut, par exemple. Tout ça, c'est très très imbriqué dans ce qu'on voit dans Titane, parce que le corps d'Alexia, comme je le disais, subit beaucoup de transformations qui vont un peu dans tous les sens, mais c'est des transformations de genre, puisqu'elle se déguise en homme pour assumer le rôle du fils perdu, et des transformations. Donc cette transformation-là, elle va de pair avec la transformation technologique qu'elle subit malgré elle, donc, suite à cet échange avec la voiture. Donc voilà, je pense qu'il y a une réflexion un peu croisée sur ces deux thématiques et qui est amorcée par Grave, puisque Grave brouille aussi la limite du genre humain en ramenant son héroïne à une animalité, à un truc un peu primal. Elle peut pas s'empêcher de bouffer de la chair humaine, quoi. Il y a un besoin, une pulsion qui est très liée à la sexualité aussi. Et ça propose déjà une redéfinition de l'humanité. Je dis ça, c'est pas très bien formulé, mais en tout cas, ça pose la question de ce qui est humain. Tout comme d'ailleurs quand Justine débat avec ses petits collègues de veto pour dire que selon elle, le viol d'un animal, c'est pareil que le viol d'une femme. Le problème, en fait, pour elle, c'est que la personne ou l'animal n'a pas consenti, donc en l'absence de consentement, c'est un viol, et c'est pas normal de tolérer ça pour les animaux, ou comme ce n'est pas normal de tolérer ça pour les femmes. Alors, ces interlocutrices sont un peu arrêtées, sont un peu choquées par la réaction, enfin, le point de vue de Justine. Mais là aussi, avec cette thématique qui est un petit peu évoquée quand même dans Grave, du végétarianisme et en tirant un peu du véganisme, du coup, on propose, elle esquisse en tout cas une redéfinition du caractère de ce qui fait l'humain, comme le proposent les théoriciens du véganisme notamment, en disant mais attendez, les animaux sont des êtres qui ont conscience de leur corps, qui ont des émotions, qui ont des pratiques sociales, tout un tas de choses qui font que... Enfin, tout un tas de critères qui rentraient dans la définition de l'être humain avant, et qui sont en train d'être éliminés petit à petit par la science, parce qu'effectivement on se rend compte que non, les animaux ont un statut beaucoup plus complexe psychiquement, on va dire, que ce qu'on pensait avant, tout simplement. Et d'ailleurs, Donna Haraway a travaillé là-dessus, puisque à la base, elle travaillait avec des primates. Enfin, elle travaillait sur des primates, sur les expériences qui étaient faites sur eux. Voilà. Qu'est-ce que j'avais à dire ? Oui, t'as raison. C'est des théories développées par l'antispécisme, donc... le fait de discriminer entre les espèces, donc espèces humaines et espèces animales,
la volonté d'abolir un certain nombre de murs qui ont été érigés entre les deux espèces et qui font qu'on s'autorise à torturer des animaux dans les abattoirs ou autres, alors que c'est illégal pour les humains. Bon, un autre débat. Voilà, en gros, pour les trucs intéressants qu'il y a dans Grave et dans Titane. Je pense que c'est des films... je trouve que Grave est mieux fichu que Titane, mais il annonce les faiblesses qui sont un peu plus importantes de Titane, justement, au niveau du scénario. Je suis assez d'accord avec les critiques qui disent que c'est un film qui n'est pas très très bien équilibré. Le personnage de Vincent Lindon intervient au bout d'à peu près un tiers du film. Pareil, la mort de Garance Marillier arrive un peu comme ça, sans explication. Il y a la piste du conflit parental qui est très peu exploitée, puisqu'on ne sait pas bien pourquoi elle brûle ses parents. C'est quand même pas une décision à prendre à la légère, hein, globalement. Donc voilà, il y a un peu plein de fils qui sont pas tirés, qui sont pas exploités jusqu'au bout dans le film Titane, alors que l'intrigue est plus tenue, elle est plus restreinte dans Grave, donc c'est mieux structuré. C'est juste ça qui est un peu dommage. Je pense que Titane essaye d'en faire beaucoup, et du coup se perd un peu là-dedans. Ça coupe un peu, alors ça coupe... moi j'ai pas de signalement que ça coupe, donc je sais pas pour les autres. Voilà, pour finir, qu'est-ce que j'avais mis en conclusion ? Grave est un film très abouti, c'est ce que je disais, qui joue avec des codes précis et maîtrisés. Alors par ailleurs, voilà, sur le genre, tout ce qui est cannibalisme, etc., on voit que les classiques ont été vus et la structure de l'histoire est très bien faite. Bon, voilà, il y a des choses... tout ce qui est aussi sur les films de l'adolescence, le passage à l'âge adulte, l'éveil de la sexualité, toutes ces thématiques-là sont traitées de manière très intéressante. Titane, quant à lui, reprend des références qui sont riches, essaye de pousser plus loin des thèmes qui sont déjà présents dans Grave, mais formellement, je trouve que c'est là que ça coince un peu. Y a beaucoup d'éléments et il y en a peut-être trop. Bon, voilà. Trop de cours, elle court trop de lièvres à la fois. Cela dit, ce que j'ai apprécié, et surtout en revoyant Titane, j'ai trouvé ces défauts-là m'ont beaucoup moins gêné. Et quand j'ai vu Crash et quand j'ai vu d'autres films que je voulais regarder par rapport à Titane, j'ai trouvé que son scénario, en fait, était intéressant parce qu'il était pas calé sur des codes hollywoodiens qu'on voit énormément au cinéma maintenant et qui sont très attendus. C'est-à-dire que si vous regardez un Marvel, vous voyez les 15 premières minutes et en gros vous pouvez écrire la suite du scénario. Si vous en avez suffisamment vu, vous savez ce qui va se passer après. Là, je trouvais que la structure du scénario de Titane, pour moi, était très proche de celle d'un Cronenberg. Il y a des choses qui sont posées, et puis c'est au spectateur de se débrouiller, quoi. Et alors après, est-ce que c'est suffisamment posé, ou est-ce que ça manque un peu, du coup c'est trop désorientant, donc on va considérer que c'est faible. Là, moi, c'est là que j'ai un peu du mal à décider. Je trouve que sur certains points, c'est vraiment, vraiment bien fait. Sur d'autres, ça désarçonne un peu, c'est bizarre. Alors, est-ce que c'est parce que c'est mal fichu ? Moi, je saurais pas juger là-dessus. C'est un peu difficile à dire. Cela dit, voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de très belles images. La musique de Titane est très belle et vraiment hyper intéressante. Les lumières, je trouve que c'est un film à voir aussi pour l'éclairage et la photographie du film, et pour l'actrice principale qui a un rôle très très difficile et qui gère ça de façon vraiment admirable. Et Vincent Lindon aussi est très bien dans son rôle. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on regarde ? Parce que je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'aller voir un peu les références qui ont été faites. Bon, alors évidemment, Crash de Cronenberg, on a compris, c'est le film un peu évident, mais
Attends, qu'est-ce que tu dis, Magali? Oui, le conflit parental pas exploité, en fait, on voit donc la scène avec Alexia jeune qui alors attends, ouais, je réponds à Mag. La scène avec Alexia jeune qui provoque la colère de son père dans la voiture, du coup il se retourne et il plante la bagnole, ce qui cause donc toute l'opération de la petite. On la retrouve donc 15 ans plus tard, je sais pas quel âge elle a, avec une relation avec son père qui est basée globalement sur le silence et des regards froids et passifs-agressifs. Je trouve que le saut est un peu... c'est un peu grand, quoi. C'est un peu... à quel point elle en veut... Est-ce qu'elle en veut vraiment à son père de s'être énervée contre elle alors qu'elle est franchement chiante dans la scène. Enfin, je sais pas. J'ai un peu du mal, moi, à voir la continuité. Je trouve que c'est difficile à justifier, quoi. Après, oui, je suis d'accord. Enfin, moi, j'ai pas du tout eu la même opinion entre le premier et le deuxième visionnage, donc je pense que je le reverrai dans un an ou deux et j'en penserai probablement à nouveau autre chose. Après, j'ai entendu des critiques qui trouvent que c'est vraiment n'importe quoi, que c'est hyper mal fichu et tout. Je suis pas d'accord du tout. Je pense que c'est juste un film qui prend des libertés scénaristiques. Je pense qu'on avait plus l'habitude de voir jusqu'aux années 90, je vais dire, globalement 80-90. Et que les films à partir des années 2000 se sont vachement appauvris en termes de diversité, de structure et d'histoire proposée. Alors je parle des films qu'on voit majoritairement, les films populaires, c'est-à-dire que la majorité des productions sont américaines par Hollywood et que Hollywood a quand même contribué à invisibiliser le cinéma indépendant qui lui reste très intéressant au niveau scénaristique. Mais moi, pour aller voir ce genre de cinéma, les moments où j'ai revu ce genre de cinéma, c'est quand j'étais au Festival de Deauville et que voilà, c'est le festival du cinéma indépendant et qu'on en voit plein. Et ces films-là, de tous les films que j'avais vus à Deauville les années où j'y étais, il y en a très peu qui sont sortis en salle. Et ceux qui sont sortis en salle, c'était souvent les plus classiques, à l'exception des films de Chloé Zhao que je vous conseille. Pas du tout des films d'horreur, mais qui a été primé, qui a eu l'Oscar du meilleur film cette année. Est-ce que la Palme d'Or est méritée? Franchement, la Palme d'Or, moi je trouve que c'est très bien que ce soit une femme qui l'ait et pas ex aequo comme Jane Campion avec The Piano. Il était temps que ce soit une femme qui ait une palme d'or. Ça permet de visibiliser. En fait, voilà, d'un point de vue politique, moi je trouve ça très bien parce que ça permet de dire qu'il n'y a pas encore, il n'y a toujours pas assez de femmes qui ont des prix, il n'y a toujours pas assez de femmes qui sont réalisatrices, il n'y a toujours pas assez de femmes dans les équipes de films, ou alors elles sont dans des rôles très invisibles. Donc de ce côté-là, c'est très bien. Après, moi, j'ai pas vu la sélection cannoise. Je vais aller voir Drive My Car. Je vais aller en voir deux trois autres. Je sais pas trop à quoi était comparé Titan. Après, moi, je trouve que c'est bien aussi que ce soit pas un énième film sur un couple qui divorce, quoi. Enfin, je caricature, hein, mais voilà. Parce que les palmes d'or c'est beaucoup ça quand même, ou alors des familles en dépression, enfin bon des trucs, des espèces de traumas où il y a des plans longs sur des mecs qui réfléchissent. Bon, on sait bien que c'est un peu ça, le cinéma de Cannes aussi, parfois c'est le travers, il n'y a pas que ça, mais bon, c'est ce qui ressort aussi parfois. Donc c'est un film qui est un film de jeune réalisatrice qui met un peu un coup de pied dans la fourmilière des films d'horreur hyper pareil, stéréotypés. Ça change, ça fait du bien. Bon, franchement, pourquoi pas dire que voilà, les Palmes d'Or, ça récompense aussi des trucs qu'on n'a pas vus depuis un petit bail, quoi. Sans dire que ça révolutionne le cinéma, bon, je pense que c'est
c'est pas ça, quoi. Mais voilà. Moi, je trouve que c'est bien, et puis au moins, ça a fait taire un peu les critiques. Je les avais entendues à la radio, les critiques étaient là, ah oui, bon, c'est un film de genre, oui, non, mais bon, ça va passer à Cannes, mais enfin, c'est pas la peine de trop en parler, c'est un film de genre. Oui, bah voilà, très bien, les films de genre, ça sait aussi se tenir, ça sait aussi citer du très bon cinéma, ça sait aussi faire des choses au niveau de la photographie, au niveau de l'acting. Donc voilà, moi je trouve que c'est peut-être pas plus mal. C'est peut-être pas le meilleur film, je peux pas le dire, mais c'est peut-être pas plus mal. Euh, des petites propositions de... Si vous avez des questions, allez-y, hein. Moi je continue de parler, hein, parce que voilà, mais... des petites propositions de films. Alors j'ai fait une liste de films pas forcément tournés par des femmes, mais pas forcément sur les problématiques abordées par Titane et Grave. Mais voilà, des films que je trouve cool, qui sont tous des années 2000 globalement, enfin 2000-2010. Sans ordre particulier, dans le côté un peu bizarre, on va dire. Il y a le film Canine de Yorgos Lanthimos que je vous conseille, qui est pas hyper bon. Ouais, techniquement c'est un très bon film, je suis tout à fait d'accord. Canine qui est pas... je sais pas pour le coup si on peut le qualifier de film d'horreur, c'est borderline. C'est un film de 2009. Yorgos Lanthimos, vous en avez peut-être entendu parler parce que c'est lui qui a fait Mise à mort du cerf sacré, qui est super cool aussi, mais alors pour le coup rien à voir. Canine, c'est une famille qui élève, enfin des parents qui élèvent leurs enfants de façon complètement recluse dans leur propriété. Et donc ils apprennent à leurs enfants des trucs complètement délirants, très très chelous, qui font que les gosses ont des habitudes sociales, on va dire, extrêmement perturbantes et complètement décalées avec la réalité, mais ils ont jamais été dans le monde réel en fait. Et donc, vous regarderez la bande-annonce, vous verrez, mais donc on a appris à ces enfants que ils avaient le droit de quitter la maison lorsque leur canine tomberait. Voilà, donc c'est le genre de truc un peu lunaire qu'on leur apprend. Je trouve que c'est un super film, c'est vraiment très très chelou, mais c'est très bien. Euh, voilà, c'est un peu dans le genre inclassable, qu'est-ce qui se passe, on comprend pas, voilà, c'était ça l'idée. Un film beaucoup plus lié en termes de thématique à Titane sur la grossesse, mais pas du tout, pas du tout côté machine. C'est un film d'Alexandre Bustillo et de Julien Maury de 2007 qui s'appelle À l'intérieur, qui est un film sur une femme enceinte qui est prise en otage chez elle par une autre femme qui veut son enfant. Sauf que donc elle n'a pas accouché et la femme n'a pas trop envie d'attendre. Voilà, globalement. Donc évidemment, la méchante c'est Béatrice Dalle, elle est géniale dans ce film. Le film est gore, il est hyper malaisant et vraiment très très cool. Donc voilà, deuxième film. Dans le genre héroïne avec personnage féminin fort, avec des scènes bien, bien dégueu aussi, il y a Haute Tension d'Alexandre Aja, qui est un film de 2003, qui est vraiment sympathique. C'est une femme dans une maison à la campagne, un peu toute seule, et elle se rend compte qu'elle n'est pas toute seule dans la maison. Dans les films qui ont été réalisés par des femmes et qui sont vraiment très bien, il y a American Psycho de Mary Harron, donc qui date de 2000. C'est le film avec Christian Bale, donc celui qui jouait Batman. Un film qui est adapté d'un roman de Bret Easton Ellis, où c'est hyper intéressant en fait le côté, la réflexion sur la masculinité toxique, la masculinité blanche, hétérosexuelle, cisgenre, friquée de New York. Donc c'est l'histoire d'un mec qui est pas très bien dans sa tête, qui est trader voilà, à Wall Street.
qui est complètement obsédé par les apparences en fait. C'est ça qui est très intéressant. Alors attention, il y a des scènes assez costauds de viol, notamment dans ce film-là. Un autre film... alors deux autres films plus récents de réalisatrices, il y a Babadook et Jennifer's Body. Jennifer's Body qui est un film de vampire de 2009 de Karyn Kusama, et le Babadook qui est de 2014, qui est un très beau film sur le deuil, et une petite fille qui découvre un livre d'images dans la nouvelle maison où elle emménage avec sa maman. Un livre d'images qui parle du Babadook, sauf que le Babadook sort du livre, un peu. Donc voilà. Et il y a deux autres films qui sont des classiques du genre, qui sont aussi des références de Ducournau que je voulais citer. Trouble Every Day de Claire Denis, qui est aussi un film avec Béatrice Dalle, qui est vraiment très très bien. Pour ceux qui connaissent la série Le Bureau des légendes, il y a aussi Florence Loracaille dedans, et elle est trop bien dans ce film aussi. Et elle est toute jeune, c'est très perturbant, on dirait qu'elle a 12 ans. C'est un film aussi sur le cannibalisme, sur une femme, donc Béatrice Dalle, qui est tenue enfermée par son mari parce qu'elle peut pas s'empêcher de manger des gens, on comprend. Il est vraiment très bien, malheureusement il n'est pas disponible sur Netflix. Et il y a aussi Dans ma peau de Marina Devanne de 2002, qui raconte l'histoire d'une fille. Alors celui-là je l'ai pas vu, mais c'est une jeune femme qui se blesse à une fête, qui se rend compte qu'elle a pas eu mal, elle s'est pas rendue compte qu'elle s'est blessée avant plusieurs heures. Et comme elle n'a pas trop eu mal, elle commence à se blesser de façon volontaire, à se mutiler volontairement pour essayer de comprendre un peu pourquoi, cette relation un peu étrange qu'elle a avec son corps. Je peux pas trop vous en dire plus parce que je l'ai pas vu, mais je sais qu'il avait eu des très bonnes critiques à l'époque, et je pense qu'en termes de thématique, on est très très proche de ce que fait Ducournau sur Grave et Titane. Et alors American Psycho est sur Netflix, et il y a un dernier film que je voulais vous conseiller qui est sur Netflix, que je n'ai pas vu mais que je vais probablement regarder demain, qui s'appelle The Lure, qui est un film d'Agnieszka... Je ne connais pas, c'est un film polonais. Agnieszka Smożyńska, je ne sais pas comment on dit son nom, qui est un film de sirènes. Donc c'est deux sirènes qui... alors ça reprend complètement l'histoire de la petite sirène, sauf que c'est deux copines sirènes qui vont sur Terre et qui se retrouvent avec ce marché de... je t'échange ma voix contre une paire de jambes. Qui est l'histoire de base de la petite sirène. Sauf que, alors, si j'ai bien compris le résumé, il y en a une qui accepte, l'autre, je suis pas sûre, et donc ça se passe pas très très bien. Je suis assez intriguée, je peux pas vous dire si c'est bien ou pas. En tout cas, alors il date de 2015. Et ça a l'air intéressant dans le genre reprise de contes, d'histoires très classiques, avec des thématiques du coup qui ont été bien exploitées dans dans des livres, dans des films, etc. Et voilà, je suis assez curieuse de savoir ce que ça peut donner. Et donc celui-là est sur Netflix, comme American Psycho, que je vous conseille vivement. Si vous aimez les films violents, il faut quand même être un peu averti pour ce genre de truc. La suite d'American Psycho, les lois de l'attraction, ouais, je sais pas du tout si c'est... J'ai pas du tout prêté attention. Je savais que Bret Easton Ellis avait sorti une suite à American Psycho, mais je suis pas très fan des suites qui arrivent des années plus tard. Enfin, je suis toujours un peu dubitatif de la qualité de ces trucs, donc j'avoue que j'avais pas trop mis le nez dedans. Donc je sais pas ce que ça donne. Oui, Monsieur Babadook est très bien, oui. Je suis d'accord, j'avais beaucoup aimé ce film aussi. Voilà, mes avis sur Grave et Titane. Je sais pas si vous avez des questions, si j'ai endormi tout le monde, ou si ça vous a intéressé, ou si vous avez appris des trucs. Qu'est-ce que vous avez pensé du film Saint-Maud de la réalisatrice Rose Glass? Alors, je ne connais pas, je vais vite fait aller voir sur Google si ça me dit quelque chose.
Non, et bah je suis passée complètement à côté de ce truc. Non, même l'affiche, j'ai même pas vu, je sais pas ce que c'est. Et ben je vais le mettre dans ma liste. Ouais, non, j'avoue que j'avais pas du tout entendu parler. Euh, Voilà, bah s'il y a personne qui a d'autres trucs à dire, on va s'arrêter là, hein. Je vais pas déblatérer plus longtemps. Et puis je mettrai la filmo de fin dans la description de la vidéo et vous pourrez retrouver la vidéo. Enfin, je la laisserai en ligne. Voilà, elle sera là, à disposition pour les gens que ça intéresse. Voilà, voilà. Et ben du coup, je vais vous souhaiter une bonne soirée et vous remercier d'être venu et d'avoir tenu jusqu'à la fin pour ceux qui ont tenu jusqu'à la fin. Et merci Jérémy. Et voilà, et peut-être que, je sais pas, si j'ai le courage, peut-être que je referai ça si je retombe sur un ou deux films intéressants. Je me disais que je referais un vidéo club, mais peut-être sur des films qui n'ont pas forcément de lien, voilà, juste pour discuter un peu de façon informelle. Mais voilà, je verrai. Et puis ça dépend surtout de ce que j'arrive à voir au cinéma, donc c'est pas gagné. Ouais, merci, bonne soirée à vous et à bientôt sur les réseaux ou peut-être dans la vraie vie. Voilà. Allez, salut tout le monde.